Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va se poser une question qui me taraude un peu. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon kiné et un excellent kiné? On pense tout de suite à la technique, aux mains, mais la source qu'on va décortiquer, une revue de la littérature parue dans Kinésie Trèves, elle nous dit que le plus important, c'est pas ça. Ça se passe ailleurs. Dans ce qu'on appelle le raisonnement clinique. C'est un processus super complexe, presque invisible. C'est une excellente façon de leur présenter. On va vraiment explorer la tête du kiné. Et ce processus immobilise tout. La cognition, bien sûr, mais aussi les sens, la relation avec le patient, le contexte. Et c'est un enjeu énorme, que ce soit pour la formation ou même pour la reconnaissance de notre profession. Alors, commençons par le début. Le raisonnement clinique, l'image qu'on en a souvent, c'est un peu celle du détective, non? Oui, et c'est une image qui vient des toutes premières recherches sur le sujet, celle d'Elstein en 1978. On parlait d'un modèle qu'on appelle hypothético-déductif. Attendez, hypothético-déductif. Ça sonne un peu comme un épisode de Sherlock Holmes. Si je comprends bien, on observe un symptôme, on émet une hypothèse, tiens, la douleur vient de ce muscle, on teste, et hop, on a trouvé le coupable. C'est ça l'idée. C'est exactement ça, l'image du détective. Et ce modèle, il a sa place, attention, il est utile, mais la recherche a beaucoup évolué depuis. On sait maintenant que le processus est beaucoup moins linéaire, moins froid. Il y a de l'intuition, de l'affectif. La source utilise un concept que je trouve très juste pour ça, le genre professionnel. D'accord, mais est-ce que ce genre professionnel, ce n'est pas une façon un peu académique de dire que les kinés et les médecins font pas le même métier? Sur le terrain, face à un patient qui a mal au dos, la logique, c'est pas la même. Trouver la cause et la traiter. C'est une excellente question. L'idée, ce n'est pas du tout d'opposer les professions, bien au contraire. C'est de comprendre que les logiques sont spécifiques. Elles ont été façonnées par une histoire, des objectifs différents. Le médecin, il cherche à nommer une maladie, un diagnostic nosologique. Ok. Le kiné, lui, va se concentrer sur le diagnostic fonctionnel, c'est-à-dire comment cette maladie impacte la vie de la personne, ses mouvements, ses activités. Ah, je vois mieux. La finalité n'est pas la même. Voilà. Donc le chemin pour y arriver, le raisonnement ne peut pas être identique. C'est ça le genre professionnel. Ce sont des logiques complémentaires. D'accord. Et si je suis bien l'article, il n'y a donc pas une seule recette miracle, pas un seul modèle de raisonnement en kiné? Non, et c'est toute la richesse de la chose. L'expertise, c'est justement de savoir jongler avec plusieurs approches. On peut en identifier trois qui se combinent sans arrêt. Le premier, c'est le raisonnement narratif. Là, on quitte le détective pour devenir une sorte de biographe, c'est ça? On s'intéresse à l'histoire de la personne. Exactement. C'est inspiré des travaux d'Edwards et Jones. Le dialogue est au centre. Il ne s'agit pas juste de collecter des infos, il s'agit de co-construire le projet de soin avec le patient, en intégrant son vécu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un patient va vous dire « je veux juste pouvoir rejouer au foot avec mon fils ». Un autre, ce sera « je veux porter mes courses sans avoir peur ». Ah oui, les objectifs sont complètement différents. Voilà, donc la stratégie sera différente. C'est une dimension collaborative, en fait. On est loin du praticien qui sait tout. Mais une fois qu'on a cette histoire, il faut bien agir. On entre dans la séance. Et c'est là qu'arrive le deuxième modèle TIC, le raisonnement pragmatique, décrit par Joelin. C'est le raisonnement de l'action, de l'ajustement en temps réel. C'est ça. Vous mobilisez une épaule, vous sentez une résistance, vous voyez une grimace. Toutes ces micro-informations vous obligent à adapter votre geste. À la seconde, c'est l'intelligence de la main du moment présent. Et c'est crucial quand la prescription médicale, elle a ses limites. Donc on a le dialogue d'un côté et l'action de l'autre. Et le lien entre les deux? C'est la troisième pièce du puzzle. Le raisonnement dialectique. C'est la capacité de l'expert à faire danser tout ça ensemble. L'article donne un bon exemple. Un patient avec une lombalgie. Le kiné va utiliser une approche très détective, très structurée pour poser un diagnostic fonctionnel. La partie hypothético-déductive. Oui, mais en même temps, il va utiliser le raisonnement narratif pour comprendre l'impact de cette douleur sur le moral du patient, son travail, et définir des objectifs qui ont du sens pour lui. Ce n'est pas l'un puis l'autre, c'est les deux en même temps. Donc, si j'essaie de résumer avec une image, l'idée du kiné qui suit un protocole à la lettre, une recette de cuisine, c'est un mythe complet. La réalité, ce serait plutôt un chef jazzman. Il a sa partition, ses gammes, mais il improvise constamment en fonction de ce que lui renvoie le patient. C'est une métaphore parfaite. La flexibilité, cette navigation entre les logiques, c'est le cœur de l'expertise. Mais
Et c'est un point central de l'article. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un décalage énorme entre cette réalité et la façon dont les kinés en parlent. Comment ça? Ils ne racontent pas ce qu'ils font vraiment. Pas exactement. La source cite une étude australienne qui est très très révélatrice. Quand on demande à des kinés de raconter leur raisonnement après une séance, ils ont tendance à nettoyer le récit. Ils le reconstruisent pour qu'il colle au modèle du détective, bien linéaire, bien propre. Pourquoi? Pour avoir l'air plus scientifique? Plus crédible? C'est tout à fait ça. Parce que ce modèle est perçu comme plus rigoureux, plus légitime. Tous les aspects non analytiques, l'intuition, la perception fine sous les doigts, la lecture d'un microsignal non verbal, tout ça est souvent minimisé, voire gommé. Parce que c'est subjectif. Voilà. Jugé moins valable, je me souviens d'un jeune confrère en débriefing, il me décrit sa séance de façon hyper logique, parfaite. Mais en regardant la vidéo, je l'arrête et je lui dis Et là, à ce moment précis, tu poses ta main sur son épaule, ton expression change. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a répondu J'ai senti que ça n'allait pas, que le patient était plus anxieux que ce qu'il disait. Ce j'ai senti, c'est le savoir implicite. Il ne l'aurait jamais mentionné de lui-même. Ce savoir est donc incorporé. Il est dans les mains, dans le regard. Et là, ça me pose une question. Si les savoirs les plus fins des experts sont si difficiles à expliquer par eux-mêmes, comment on peut former les étudiants? On leur dit juste « regarde bien et imite », ça semble un peu archaïque. Vous mettez le doigt sur le défi majeur. Et c'est là que des disciplines comme l'analyse de l'activité ou la didactique professionnelle sont cruciales. Leur but, c'est précisément de créer des outils pour rendre visible cet invisible, pour expliciter cet implicite. Et ça marche comment alors? L'article mentionne des méthodes concrètes. On filme des consultations, puis on les regarde avec le praticien. C'est l'autoconfrontation. On l'arrête sur des moments clés. Là, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu fais ce choix et pas un autre? On le pousse à mettre des mots sur ses décisions quasi instantanées. On fait parler l'action, en quelque sorte. C'est ça. Et une fois que ces savoirs sont sur la table, on peut les structurer, les modéliser, et donc les enseigner bien plus efficacement. On sort du mimétisme pour aller vers une vraie transmission. Cette idée de savoirs implicites est passionnante. Mais ça doit être un sacré défi quand le kiné est en première ligne, sans prescription médicale. Je pense à l'accès direct, par exemple. C'est le test grandeur nature. L'accès direct est un excellent révélateur de ses compétences. La source s'appuie sur les travaux de Panchou, qui sont très clairs là-dessus. Il montre qu'en situation de triage, quand un patient arrive sans avoir vu de médecin, le kiné mobilise des savoirs experts très pragmatiques. Son premier objectif, c'est pas de trouver la solution, alors. Non, son premier objectif, c'est la sécurité. Il est en mode chasseur de drapeau rouge. Les fameux red flags. Oui, ces indicateurs qui signalent que la situation sort de son champ de compétences et qu'il faut réorienter vers un médecin. Ce qui clarifie très bien les rôles, en fait. Il ne s'agit pas de remplacer le médecin, absolument pas. L'étude le dit très bien. Le médecin pose un diagnostic de maladie. Le kiné, lui, fait un triage sécuritaire et pose un diagnostic d'opportunité. Est-ce que ça relève de mes compétences, oui ou non? D'accord. Et si la réponse est oui, alors il pose son diagnostic fonctionnel. Ce triage, ce n'est pas une version low cost du diagnostic médical, c'est une compétence experte à part entière. En parlant de clarification, la source attaque un autre point qui semble être un détail de langage, mais qui est en fait un gros enjeu. L'expression « bilan », diagnostic kinésithérapique. Oui, et l'article ne mâche pas ses mots. Il qualifie l'expression d'absurdité sémantique. C'est fort. Pourquoi si fort? Parce qu'en accolant bilan et diagnostic, on réduit le second au premier. On suggère que le diagnostic, ce n'est que la conclusion d'une collecte de données, d'un bilan, comme si on cochait des cases. Ah, je vois. Utiliser ce mot valise, c'est un peu comme dire qu'un architecte fait juste un maître-plan. Ça efface toute la partie conception, la réflexion. C'est exactement ça. Vous avez parfaitement saisi l'enjeu. C'est un enjeu de reconnaissance du travail intellectuel derrière l'acte. Le processus est bien plus riche. Le kiné évalue, oui, mais ensuite il interprète, il construit une hypothèse, il définit un projet thérapeutique avec des objectifs, un pronostic. C'est un acte de décision. Voilà. C'est cet acte de réflexion, de décision qui est le diagnostic fonctionnel. La source insiste. C'est la pierre angulaire de la prise en soin. Affirmer le diagnostic kinésithérapique sans ce mot bilan qui le dévalorise, c'est un enjeu d'identité. C'est limpide.
Donc si on rassemble toutes les pièces, le message de fond, c'est que le raisonnement du kiné, c'est une compétence ultra sophistiquée. Une sorte de danse entre la logique du détective, l'écoute du biographe et l'agilité de l'artisan. C'est une très belle synthèse. Et le point crucial, c'est que cette virtuosité reste en grande partie invisible, implicite. Ce qui rend sa transmission et sa reconnaissance si difficiles. D'où l'importance de ces nouvelles approches d'analyse de l'activité. Oui, pour rendre visible cette expertise. Pour mieux former et mieux affirmer ce qui fait la spécificité de la profession. L'évaluation clinique, c'est aussi une opportunité pour le praticien de construire sa propre expertise, de s'améliorer. C'est un processus qui le transforme lui-même. Ce qui nous amène à notre réflexion finale. La source fait une distinction très juste entre la dimension productive du raisonnement, celle qui mène à une action de soin. Et sa dimension constructive, celle qui développe l'expertise sur le long terme. Absolument. Chaque patient est une brique qui construit l'édifice de la compétence. C'est ça. Alors, pour conclure, voici la question que cette analyse nous laisse. Pour chaque praticien, qu'on soit en cabinet, à l'hôpital, formateur ou étudiant, comment notre pratique quotidienne peut-elle être organisée non seulement pour soigner, mais aussi pour nourrir consciemment cette dimension constructive? Autrement dit, comment faire de chaque consultation non seulement un acte de soin pour le patient, mais aussi un véritable acte d'apprentissage structuré pour soi-même et pour ceux que l'on forme. C'est une piste qui, je crois, peut vraiment changer notre façon de voir notre propre métier.